Écoutez, on va passer à la session suivante qui porte sur la santé. Nous allons accueillir He's the founder and CEO of a healthcare startup called Zoe that we're going to learn about, and he's going to share with us both his company's Ismaël mission and how Emelia. behavioral science contributes to not just Il the va nous mission, expliquer but also the operation of the business. So Eric will conduct this ce interview. qu'il So fait. Eric, Entretien over to you. géré par Eric. Eric, à toi. Bonjour Ismaël, Bonjour ravi Eric. de t'avoir avec nous aujourd'hui. Hello, Ismaël, and welcome. Alors, juste un petit Thank mot you. pour mon ami Ted So, qui quick souvent word for Ted. se moque de mon accent Ted pourtant likes parfaitement to make fun of anglais. my Sa accent. prononciation de Zoé en Zoé So, était assez I like mignonne. the Zoe Donc pronunciation. effectivement, Ismaël a créé Ismaël une created start-up, a on va company, y a startup revenir, company spécialisée en médecine specializing préventive avec in son associé preventive Paul medicine with, Dupuis. with your associate, right, Paul Ce que Dupuis. j'aimerais That's d'abord, right. avant qu'on parle sciences So before comportementales, we c'est talk vraiment about essayer de comprendre behavioral science, la genèse de Zoe I'd like to et d'abord understand how quelle Zoe idée t'a started amené à créer and cette how, start-up. what was the journey? C'est le résultat d'une rencontre assez Well, aléatoire et I improbable. think it J'ai eu is la chance de rencontrer it's un médecin qui s'appelle le docteur Claude the Dalle, result of qui, a very pour des raisons unexpected qui sont encounter. personnelles, I a mean, développé au fur et à mesure de Claude sa carrière de Dalle, médecin and during his une career approche as très a innovante medical doctor, de he la médecine developed préventive, a very interesting une approach approche of qui est à la preventive fois medicine. ancrée dans la science et qui est à Very la frontière technologique de ce que la science-based science et and la communauté the scientifique et médicale cutting met en edge évidence of année après année, et qui technology prend en and considération toutes les barrières comportementales taking que all nous sommes behavioral tous, dont nous sommes biases, tous porteurs barriers et tributaires, into pour essayer de réduire consideration en permanence ce to petit écart try entre la and personne reduce qu'on aimerait être et puis the celle gap qu'on est vraiment, parce que between en matière de who we santé, would like a to be fortiori and préventive, who we are. c'est l'accumulation de comportements année après It's the année qui crée accumulation of les risques behaviors year ou les after opportunités. year that can Et en fait, create c'est même either une expérience risks or health personnelle qui t'a opportunities. amené à So te dire, I tiens, think it is actually a l'idée, personal experience rencontrer also, peut être- right? J'ai rencontré ce médecin au départ Yes. pour discuter. J'étais So I intéressé met par son approche. met him initially Il m'a because I was proposé, interested in gentiment his d'entrer work, dans son protocole. and he offered me to become part of his Et c'est la protocol. première fois que j'ai And eu this was the first lire, time une I batterie d'examens, d'analyses. was subjected le to parcours utilisateur était assez, a range assez, of tests. chaotique. It was pretty Pas chaotic. de lui, mais on était envoyé d'un labo à We l'autre, were sent d'un from one spécialiste à place l'autre. to another, one specialist to another. It went on and on and on. This was during COVID-19, which added more complexity, Compliqué. as if it weren't complex enough already. And for the first time, within 1 hour, I had a physician who gave me a very comprehensive, consistent view, picture of everything. My pathologies, some of my problems that I thought were completely disconnected from one another, which was not the case, and gave me an overall protocol on how to address them. I followed the protocol. Vous avez peur de l'effet placebo. Of course, there is the placebo effect, and I always, I'm cautious about myself. I was reassured about the scientific context and the fact everything is measured. The same analyses are done a year after, and you can see that things that were not looking good or have been addressed, corrected. I had digestive problems, which I was unaware of for various reasons, not very serious reasons when you look at them individually, but put all together, it can be a problem. My immune system was quite weak. La crèche, nous concernant. This had Et actually ça, been c'est the le case genre de since I was a parcours de kid. santé qui font que quand on arrive à 50 ou 60 ou 65 ans, on est beaucoup plus vulnérable que les autres à des virus classiques, à la grippe par exemple. Et c'est une des raisons pour laquelle la grippe continue d'avoir une mortalité assez significative. Il y a des milliers de personnes tous les ans qui meurent de la grippe. Contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est moins lié à la virulence du virus une année par rapport à l'autre ou au fait que la personne qui va décéder était particulièrement fatiguée. C'est en général le résultat d'un affaiblissement immunitaire qui vient de loin. Et voilà, c'est ça le problème que j'avais et qu'il a réglé. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'identifier en amont les potentiels risques pour pouvoir les traiter de manière à bien vivre. Le problème, si tu veux, c'est qu'on sait tous qu'il faut pas manger trop gras ni trop salé, pas boire, pas fumer, faire du sport, bien dormir, être heureux, que ça a un impact sur la santé.
On ne sait pas en revanche quels sont les risques auxquels on est à titre individuel exposé. Et donc c'est difficile de mener de front tous ces combats à la fois, et d'ailleurs personne ne le fait bien, ou alors on ne vit plus, et c'est pas l'objectif. Et donc chacun, on a maudit un peu cette feuille de route en disant moi sur le sport ça va, du coup sur l'alimentation je me fais plus plaisir, ou à l'inverse le sommeil c'est un problème, mais sur le reste je suis ok. Sans qu'on sache si soit à titre personnel, il faudrait peut-être plutôt mettre l'effort ou le poids du corps sur une autre dimension. Et donc la raison d'être de Zoï, c'est d'arriver à formuler la cartographie des risques de chacun, que chacune et chacun sache précisément en raison de son parcours de santé, de ses antécédents familiaux, de son comportement quotidien, de son mode de vie, quels sont les risques auxquels il ou elle est exposé à court, à moyen et à long terme, et faire coïncider avec ça une feuille de route, là aussi qui est entièrement personnalisée, qui permet de sortir des catégories génériques que j'évoquais, savoir faire plus de sport ou plus dormir, dont on sait bien que c'est des incitations qui sont faiblement efficaces. Alors, si c'était efficace, il n'y aurait pas de problème, tout le monde le ferait facilement. Et donc on vient essayer, nous, de délivrer jusqu'au dernier centimètre l'explication qui fait qu'on a compris, l'incitation qui fait qu'on a envie, et l'outil qui fait qu'on arrive. Voilà, c'est ça un peu la raison d'être de Zoï au plan micro, j'allais dire. C'est ce qu'on offre à chacune et à chacun de nos membres, parce que c'est un abonnement qu'on commercialise. L'objectif étant d'arriver à démocratiser ça et à basculer sur le plan médical et technologique sur un degré encore supérieur, c'est-à-dire de passer de la prévention à une forme de prédiction. On en parlera plus tard. Merci. Alors, avant qu'on commence à parler sciences comportementales, certains savent, et ceux qui ne le savent pas, que tu as été un acteur politique important. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, tu as accompagné Emmanuel Macron au moins depuis 2014, tu as dirigé la campagne de 2017, tu as été conseiller spécial à l'Élysée. Qu'est-ce qui amène un acteur politique important à tout d'un coup basculer et créer une entreprise ? Alors je ne pense pas que ce soit propre aux acteurs politiques. Je pense que c'est propre à la conception que j'avais du sujet, et avec un certain nombre de personnes dont j'ai fait la connaissance et dont je suis resté proche. On a toujours le sentiment que la politique, la noblesse de l'engagement et de l'implication que ça représente, exige que ce ne soit pas un métier, que ce soit une mission. Et donc par définition, c'est une durée qui est déterminée. Alors c'est pas quelques semaines ou quelques mois, ça peut durer un peu plus longtemps. Ça permet de donner tout ce qu'on a pendant cette période-là, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait. Ça permet aussi de ne pas être enfermé dans cet univers qui est particulier, qui est différent de la vie réelle, et de retourner à la vraie vie, une fois qu'on a fait le maximum de ce qui était à notre capacité. Donc je crois que ça a plus à voir avec ma conception de ce que c'est que l'action politique qu'avec des liens étroits entre la politique ou l'entrepreneuriat. Très bien. Alors je crois qu'on a bien compris le concept, la mission de Zoï. Je voudrais revenir sur ta découverte des sciences comportementales. Parce que moi, ce qui m'avait frappé, on s'était rencontrés une première fois, je crois, en 2014, et tu m'avais dit tout de suite, non mais ne me parlez pas de nudge, je connais bien. Comment on applique, c'était plus la question. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette découverte des sciences comportementales, peut-être, je sais pas, au travers d'Obama ou... J'ai fait l'erreur, effectivement, de découvrir ça avant, Eric, avant de te connaître. Bien, tu connaissais ça avant moi. Oui, moi, j'ai toujours une appétence pour les sujets politiques, et donc je suivais autant que je le pouvais les expérimentations, à la fois côté, les anglo-saxons disent politics, donc le côté campagne, conquête du pouvoir, et puis côté policies, c'est-à-dire côté mise en œuvre de politiques publiques une fois qu'on a été élu. Et j'avais suivi avec beaucoup d'intérêt la campagne d'Obama, et j'avais découvert à cette occasion le travail qui avait été fait, la tentative probante qui avait été mise en œuvre d'intégrer dans les logiques de campagne politique la science des comportements, et donc la prise en compte des différents biais, des différents leviers qui expliquent qu'un message soit perçu ou pas, qu'il atteigne sa cible ou pas, qu'il soit compris ou pas, qu'il soit considéré comme étant crédible ou pas, qu'il donne envie d'agir ou pas. Voilà. Ça dépend de plein d'autres choses, à chaque fois d'un contexte politique qui est propre évidemment au moment et au lieu où se déroule la campagne, mais ça dépend aussi d'invariants comportementaux qui sont vrais aussi bien aux États-Unis qu'en France et qu'ailleurs. Et donc j'avais découvert à cette occasion la puissance et puis l'intérêt. Et j'ai pu mesurer ensuite, dans les débuts de la première administration Obama, la mise en œuvre côté policies de ça. Ça m'a
tout autant, peut-être même plus encore intéressés. Et à l'époque, en tout cas j'étais un peu seul dans mon coin, tenter de prêcher ça. Je comprenais pas très bien pourquoi est-ce que ce qui apparaissait assez évident en termes à la fois d'approche et puis de rendement, parce que c'est pas d'aujourd'hui que datent les problèmes de finances publiques. Ça fait très longtemps que la plupart des pays développés sont surendettés. Et donc une approche qui permet d'agir et d'avoir des résultats sans que ce soit corrélé à de la dépense supplémentaire, évidemment c'est une approche qui, ab initio, par principe, devrait être intéressante. Et quand en plus on s'aperçoit que ça permet de réconcilier là aussi l'écart qui existe très souvent entre la vie politique ou la vie publique et la vie des gens. Ça c'est le Graal en politique, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre concret, comment on fait pour que ce dont on parle pendant des mois, ce dont on débat à l'Assemblée, à la fin est une traduction concrète, que les gens s'en aperçoivent, qu'ils l'utilisent, qu'ils en soient contents, ou pas d'ailleurs, mais qu'on améliore pour qu'ils le deviennent, qu'ensuite ils créditent le camp politique qu'il a mis en œuvre. Tout ça, c'est un parcours très incertain, assez rare en réalité. C'est assez rare qu'une décision annoncée, débattue, mise en œuvre, produise les effets pour lesquels elle a été, les pleins effets pour lesquels elle a été décidée, que les récipiendaires en soient pleinement conscients, pleinement satisfaits, pleinement reconnaissants. Ça n'arrive jamais en fait. Donc bon, évidemment, les sciences comportementales peuvent contribuer à paver ce chemin d'une manière un peu plus efficace. Ok, très bien. Alors je voudrais qu'on commence à cerner un peu plus le sujet sur l'intérêt pour toi des sciences comportementales, avant de rentrer dans leur application concrète dans Zoï, dans l'univers de la santé. Pourquoi pour toi, sciences comportementales et santé, ça fait particulièrement sens ? C'est peut-être le domaine dans lequel l'écart entre celui qu'on aimerait être et celui qu'on est vraiment est le plus porteur de conséquences. Conséquences à titre individuel, parce que du coup on est exposé, on vit des difficultés qu'on aurait pu éviter. Évidemment, c'est vrai des familles de chacune et de chacun, parce que quand quelqu'un a une pathologie, ça rejaillit négativement sur son entourage. Et puis c'est tout aussi vrai, peut-être plus encore, au niveau social, collectif, parce que l'équilibre des systèmes de soins, qui est en danger depuis très longtemps, implique que le barycentre de l'écosystème de la santé publique prenne mieux en compte les logiques de prévention. Et la logique de prévention, in fine, c'est du comportement. Voilà, c'est vraiment la solution en fait en matière de prévention. Ça n'est pas le médecin. Le médecin il est indispensable, c'est lui qui va poser un diagnostic et qui va proposer des solutions. Mais si vous ne mettez pas en œuvre les solutions, ça ne changera rien. Et donc à la fin, la solution en matière de prévention, c'est le comportement. Donc, évidemment, les sciences comportementales sont pour moi centrales, indispensables à la réussite de cette mission qui est d'intérêt général, bien au-delà de ce qu'on fait chez Zoï. Ok, très bien. Alors on va commencer à rentrer un peu plus dans le concret pour Zoï. Moi j'ai le sentiment, pour connaître un peu, Zoï, quelles sont les sciences comportementales un peu partout. D'abord peut-être, et moi c'est ce qui m'a le plus frappé, dans la recherche de création d'expériences exceptionnelles pour le membre dans la collecte de données initiale, avant de parler de ce qui est fait dans l'application, avant de parler des recommandations et comment on peut actionner, et même, on pourrait dire en amont, quand vous avez créé, et il faudrait que tu nous l'expliques un petit peu, l'immeuble Centre Vendôme, c'est-à-dire là où se passe la collecte, le diagnostic en gros, vous avez essayé de nudger et d'utiliser les sciences comportementales vis-à-vis de vos fournisseurs pour en fait arriver à un exploit en termes de timing et de qualité de réalisation. Donc est-ce que tu pourrais nous raconter un peu déjà concrètement ce fameux parcours Zoï? Si je suis membre de Zoï, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un abonnement d'une durée d'1 année qui commence par un check-up qui est réalisé physiquement dans un centre de bilan de santé qui est ouvert depuis bientôt 1 an au cœur de Paris, qui dure 3 à 4 heures. J'y reviendrai parce que c'est le résultat justement d'une approche qui a été beaucoup impulsée par les sciences comportementales, qui débouche sur, quelques semaines après, une restitution médicale par le médecin qui a mené le check-up de l'ensemble des résultats et de leur traduction en recommandations personnalisées. Donc c'est très concrètement par rapport à une femme ou un homme de votre âge, où est-ce que vous vous situez sur l'ensemble des fonctions digestives, métaboliques, cardio-respiratoires, etc. Lesquelles sont les plus porteuses de risques, compte tenu de votre profil, de votre état de santé biologique, métabolique, etc. Et qu'est-ce qu'il faut du coup
arrêter de faire, commencer à faire différemment, pour s'assurer qu'on mette toutes les chances de son côté pour, à minima, retarder l'occurrence d'un risque, parfois l'éviter complètement. Je rappelle, mais j'imagine que c'est un sujet qui va être couvert par de nombreux angles lors de cette conférence, que les 3/4 des maladies non transmissibles, les pathologies chroniques non transmissibles, c'est littéralement les maladies dont les gens meurent, dont nos grands-parents sont morts et continuent de mourir, sont des maladies qui sont évitables à 3/4. Donc c'est le cas d'énormément de cancers, de la plupart des maladies métaboliques type diabète de type 2, de beaucoup de pathologies cardiovasculaires. Donc évidemment, c'est pas en changeant un petit truc quand on a 78 ans qu'on va réussir à ça, mais si on prend les bonnes décisions au bon moment et qu'on accroît chaque année l'intérêt positif de l'investissement qu'on a fait pour sa santé, on a des résultats qui sont assez incroyables. Donc la consultation de restitution permet de définir la feuille de route de chacun, et le reste du parcours annuel se passe au sein de notre application qui a été conçue à 100% sur des bases comportementales pour s'assurer que les recommandations qu'on envoie soient communiquées exactement de la bonne manière, au bon moment, avec un niveau de friction le plus bas possible, avec un niveau d'intelligibilité immédiat. Et donc c'est peut-être la première fois qu'on a des incitations de santé qui ne tombent pas à plat, pas n'importe quand, et qui s'adressent vraiment à soi et pas à une catégorie générique et de manière population. Exactement. Au bon moment. Pour la deuxième partie de ta question, donc effectivement il a fallu évidemment trouver un lieu pour réaliser cette check-up. Et c'était déjà en soi, parce que tu disais tout à l'heure qu'en fait, dans ton expérience personnelle, tu avais été baladé dans plein de lieux. Un premier choix, c'était d'être dans un lieu unique. Tout procède du constat qu'on a fait, et dont j'ai parlé à l'instant, qui est que la prévention, c'est toi la solution. Si toi tu ne changes pas, nous on sera incapables d'avoir l'impact qu'on recherche. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que des gens viennent faire un check-up, c'est que le check-up ait un impact derrière sur leur qualité de vie et par voie de conséquence sur leur espérance de vie en bonne santé. C'est ça qui réunit l'équipe ZOI et qui fait qu'on a eu la chance de recruter des talents assez incroyables malgré la guerre des talents qui fait rage en France et ailleurs. Et donc, il faut qu'on crée, c'était notre pari initial, un cadre, au sens expérimental du terme, mais à la fois physique et digital, tout un parcours, et que ce cadre, à chaque instant, permette à la personne d'abord de vivre quelque chose qui soit plaisant. C'est pas facile en matière de santé, et heureusement que l'hôpital public est là, et j'en ai profité à plusieurs reprises, et ma reconnaissance est éternelle, mais c'est pas la partie expérientielle qui a été le plus définie et mise en avant. Et par expérience, je parle pas forcément de choses de luxe, je parle par exemple de la durée d'interaction avec un personnel de santé. Moi j'ai le souvenir que une des infirmières qui a été recrutée pour le projet m'avait expliqué que c'était la première fois de sa vie, elle avait une trentaine d'années d'expérience d'infirmière à l'hôpital, qu'elle avait 2 heures pour s'occuper de quelqu'un. Ça, c'est pas quelque chose qui s'écrit, c'est quelque chose qui se vit, ça change tout. Au moment où on se parle, de savoir que la personne est là pour prendre soin de vous pendant 2 heures sans être interrompue par une sonnette, un bip, une urgence, etc. Donc, vraiment un pari très fort sur la dimension expérientielle qui doit rendre l'expérience plaisante et créer les conditions dans lesquelles la personne a envie de comprendre, de s'engager, d'agir et de mesurer des résultats. Donc, un lieu physique. Et ce lieu physique devait, par conséquent, être différent de ce à quoi on est habitué. Ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas une clinique, ce n'est pas un hôtel, rien de tout ça. On a eu la chance de pouvoir réfléchir en partant d'une page blanche. Et on a créé un lieu sui generis, qui présente évidemment toutes les qualités nécessaires pour réaliser des bilans de santé, mais qui le fait sous un format un peu différent. Je donne un exemple. Il y a beaucoup de parcours de check-up qui impliquent qu'on passe d'un endroit à l'autre, parce que c'est les contraintes du lieu qui s'imposent à l'individu, et donc on va d'un spécialiste à un autre, d'une machine à une autre, etc. Chez nous, on a réduit ça au minimum, et donc la quasi-intégralité du check-up se passe au même endroit. Et là, c'est les personnels et le matériel qui viennent à toi. Ça change tout parce que tu es installé dans un endroit qui, du coup, devient ta chambre, ta suite, pendant 2 heures, 2 heures et demie, et tu n'as pas de temps d'attente. Et tu n'as pas à répéter l'information plusieurs fois, parce qu'une fois que tu l'as dit à une personne, le mot se passe, et dites-le nous une fois, qui est un des principes forts du service public et appliqué aussi chez ZOI. Et on a essayé à chaque instant de matérialiser cette expérience qu'on voulait faire vivre, et donc concrètement, quand on arrive devant le lieu, on passe par un sas. Donc la porte s'ouvre, et on rentre dans un espace qui est assez noir, assez sombre, qui bénéficie d'une isolation sonore quasi absolue,
Et on voulait vraiment marquer la transition entre la vie extérieure et ce qui va se passer aux yeux. Et c'est le moment où on se dit, là je suis là pour moi. Donc je laisse à cette porte le reste de ma journée, mes soucis, etc. Ça change, quoi. De la même manière, autre exemple sur un examen aussi simple qu'un ECG, qui est vraiment l'examen le plus évident qu'on puisse imaginer dans un check-up. Le problème est que quand on te dit détends-toi parce qu'on veut écouter ton pouls au repos, ça me stresse. Voilà, si t'es quelqu'un de normal, c'est stressant. Que par ailleurs, la plupart des appareils qui sont utilisés impliquent d'avoir une douzaine d'électrodes qui sont mis à différents endroits. Quand tu mets la 12e, les 3 premières sont tombées. Ça n'est ni agréable, ni serein. Et donc nous, on a trouvé un appareil médical qui permet de faciliter la pose et la reprise des électrodes. Et on a fait varier, on a une équipe de sciences comportementales internalisée qui a eu l'idée de faire varier la lumière zénitale de la chambre sur le rythme de respiration profonde. On ne le dit même pas au patient, qui est allongé, donc qui contemple le plafond, qui est un beau plafond lumineux, dont la variabilité épouse le rythme d'une respiration. Et mécaniquement, sa respiration se synchronise. Et mécaniquement, ça fait descendre sa pulsation cardiaque à un niveau de repos. Et ça a 2 effets également importants pour nous. Côté patient, ça rend le moment plaisant. Donc on a des gens qui s'endorment pendant le check-up. Il y a des radiologues qui nous disent, moi j'ai fait ça toute ma vie, des check-up, et j'ai jamais eu quelqu'un qui s'endormait pendant que je l'examinais. Et de l'autre côté, ça permet de récolter une donnée d'une qualité exceptionnelle. Donc on est capable on a standardisé les conditions de recueil de la donnée, ce qui nous permet après d'être efficace sur le diagnostic et sur les recommandations. Ok, super. C'est en cela que je parlais d'expérience exceptionnelle. On sait par les travaux de Kahneman ou des frères Is sur le pouvoir des moments, etc., qu'au cœur de l'expérience, il y a cette capacité à créer quelque chose d'exceptionnel. Pas qui est bon à chaque seconde de l'expérience, mais qui est par pic, c'est la fameuse règle des pics à naine, exceptionnel. Et moi, c'est ça qui m'a frappé. Peut-être que tu peux dire un mot aussi sur le onsen. Oui, alors, typiquement, cette règle, moi, elle m'a beaucoup marqué quand je l'ai découverte il y a maintenant un petit peu de temps. Et j'ai essayé de l'appliquer, du coup, dans différentes fonctions et expériences. Le problème du pic, c'est qu'on ne le maîtrise pas. Et il peut être positif, mais ça peut être aussi un drop, en réalité. Tout à fait. Et donc, nous, on essaie de créer les conditions dans lesquelles il y a de nombreuses opportunités de pic positifs. J'en ai mentionné un ou deux, mais tout le chemin est pavé de ces opportunités-là. Mais peut-être que quelqu'un est phobique de la prise de sang. On fait tout ce qu'on peut pour que la prise de sang elle se passe le mieux possible. Il n'empêche qu'au moment où on est piqué, on peut considérer que c'est ça le pic. Et donc, on a voulu s'assurer que la fin, qui est, comme ceux qui nous écoutent le savent, le deuxième moment qui est le plus retenu en moyenne, pour le coup, soit de manière univoque, exceptionnelle. Et donc, on a rajouté un espace de balnéothérapie médicale qui est accessible sur ordonnance, évidemment, et qui est le reflet des examens qu'on vient de faire. Et donc, chaque parcours est adapté à chaque individu. Pas besoin d'aller en thalassothérapie, c'est au cœur de... Oui, c'est le onsen. Onsen, exactement. Oui. Donc ça aussi, c'est une partie un peu incroyable de mon point de vue, puisque j'ai eu la chance de visiter Zoï. Après le check-up lui-même, tu as cette possibilité de parcourir ce onsen avec un parcours personnalisé. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est l'expérience première du check-up. Ouais. Après, on bascule sur la restitution des résultats. Est-ce que tu peux nous dire un peu là comment aussi tu essayes d'utiliser les sciences comportementales? C'est, j'ai envie de dire, structurel dans la partie de la conception de l'immeuble et dans la restitution. On a essayé de faire se rencontrer le raisonnement du médecin avec la perception du patient. Et donc, on a voulu casser les silos médicaux. En matière de prévention, de toute façon, on est obligé de mettre en relation des spécialités médicales qui, dans la vraie vie, se parlent souvent trop peu. Et donc, à l'inverse d'un rapport médical classique qui est chapitré avec la nature de l'examen, donc on a des dizaines de pages de biologie médicale, des dizaines de pages d'imagerie, et ensuite chaque appareil a un rapport qui lui est propre. On a récolté ces données et on les a distribuées en les chapitrant de manière qui est intelligible pour l'individu. Et donc, on est capable d'avoir un chapitre sur la fonction digestive. C'est le guide d'emploi de ton corps. Et donc, de la même manière que le mode d'emploi d'un micro-ondes ne rentre pas dans le détail de comment est-ce qu'il a été construit, mais s'adresse à comment est-ce qu'il faut l'utiliser, là c'est pareil. Donc tu as un chapitre sur ta fonction digestive, un chapitre sur ta fonction cognitive, sur ta fonction métabolique, et à chaque fois, les données pertinentes de toute nature sont réunies à cet endroit-là.
Et cette restitution, elle est faite par un médecin. Elle est faite évidemment par un médecin que tu as rencontré pendant ton check-up, et y compris la manière dont c'est fait a été pensée. Donc on ne voulait pas recréer l'expérience à laquelle on est habitué d'une table qui sépare l'autorité sachante du patient avec un écran qui vient s'intercaler entre les deux, puis qui rend la communication compliquée parce que le médecin regarde l'écran et la personne. Donc on a beaucoup travaillé pour trouver le bon angle d'assise entre les deux. Donc ils sont assis l'un à côté de l'autre en se faisant face de 3/4 entre guillemets, et ils regardent ensemble un écran sur lequel le médecin explique, projette les résultats du check-up et explique le diagnostic qu'il a posé et les recommandations qu'il en a tirées. Donc, si je continue le parcours du membre, il a donc son application. Exactement. Là aussi, vous avez essayé de vous inspirer des sciences comportementales pour l'application. Et presque le défi le plus important est celui dont tu disais qu'il est central. Bon, est-ce qu'au bout du compte, les membres vont adopter les comportements qui sont souhaités pour leur espérance de vie en bonne santé? Exactement. Et donc l'application, il y a beaucoup de leviers qui sont utilisés, mais le premier est d'essayer de sortir des catégories classiques de listes de recommandations qui sont nombreuses et qui sont un peu abstraites et qui sont distillées à des moments qui sont inopportuns. Et donc l'application se coordonne avec ton calendrier, personnel et ou professionnel, dans l'idéal les deux, pour délivrer l'information au bon moment, mais pour toi. Donc pas quand tu es en réunion, pas quand tu es en train de manger, ou alors quand tu es en train de manger, c'est pour te donner justement une recommandation sur le plan alimentaire. Deuxième exemple qui n'a l'air de rien, mais pour arriver à ce que les personnes dans la durée prennent l'ensemble des suppléments, des compléments de la thérapeutique qui peut leur être prescrite, on a créé un petit pilulier digital où on s'assure, c'est simple, c'est assez ludique, qu'on a coché l'ensemble de ce qui doit être pris au moment où ça doit être pris, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Ok. Bon, je crois qu'on a bien compris comment tu essayes d'utiliser les sciences comportementales pour faire un grand parcours patient ou membre, et puis surtout à la fin de faire en sorte que tout ça serve à quelque chose, que tu nous as dit au tout début. Moi, ce qui m'a aussi pas mal intéressé dans l'aventure Zoï, j'ai envie de dire, c'est les sciences comportementales, c'est pas uniquement pour le membre, pour le patient, c'est aussi au sein de la culture d'entreprise, dans la manière dont tu recrutes, dans la manière dont tu essayes de créer des valeurs. Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu? Oui, on essaie. Alors, je pense que c'est un chantier qui est encore plus challenging, entre guillemets, parce que l'application, elle est moins évidente. C'est quelque chose qui, du coup, est en amélioration continue. La première étape, c'est d'arriver à faire connaître et faire mesurer l'intérêt des sciences comportementales à l'ensemble des membres de l'équipe. Et il se trouve que, compte tenu de la complexité de ce qu'on fait, on a des équipes qui travaillent sur des sujets parfois assez éloignés. On a une équipe médicale, on a une équipe immobilière, on a une équipe qui fait du développement technologique, une équipe de chercheurs et de scientifiques, une équipe qui s'occupe des fonctions transversales qui viennent faciliter le travail de tous les autres. Bref, beaucoup d'équipes qui sont amenées à bosser les unes avec les autres, mais pas toujours avec toutes, etc. Donc déjà, dire les sciences comportementales, ça existe, voilà comment ça a été mis en œuvre ailleurs et puis chez nous, quels sont les effets que ça produit, etc. Essayer d'instiller du coup en chacun le réflexe de se dire, dans ce que je fais, est-ce que je peux m'inspirer ou pas de telle ou telle approche. Deuxièmement, on essaye au niveau de l'organisation de créer les moments, les contacts, les incitations à ce que ce soit mis en œuvre. Donc quasiment tous les moments collectifs que nous avons vécus ont impliqué un moment ou un autre, soit une intervention, soit un exercice qui est tiré directement des sciences comportementales. Oui. Je me souviens de choses assez intéressantes, rigolotes ou un peu exceptionnelles. Tu essayes d'organiser des événements qui sont incroyables et qui sont aussi pour les collaborateurs très très mémorables. Oui, qui mesurent du coup l'expérience qu'on est en train de créer pour nos membres. Elle a un parallèle qui est que, évidemment, si l'expérience de travail permet elle aussi d'être un peu différente de ce à quoi on est habitué, évidemment il y a une résonance qui se crée avec ce sur quoi on travaille et le service qu'on fournit. Ok. Ismaël, le temps file, comme c'est bien. Je suis trop bavard. Connu. Non, pas du tout, on est dans notre timing. Mais je voudrais parler un peu de l'avenir.
Bon, je sais que tu as une vision très claire du développement à long terme de Zoï. Tu as commencé un tout petit peu à en parler, mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce sujet de c'est quoi cette vision autour de Zoï, notamment donner accès au maximum de gens. Ouais. Nous, on a construit un check-up sur le plan médical qui inclut une vingtaine d'examens différents, qui permet de mesurer plus de 200 biomarqueurs différents. Donc il y a un niveau d'investigation qui est très large et il n'y avait pas de limite qui a été posée à nos médecins, entre celles qui sont légales et réglementaires, pour dire tout ce qu'il est nécessaire de récolter, mettez-le, et puis nous on se débrouille avec ça, entre guillemets, et on arrivera à négocier des tarifs de groupe, bref, pour rendre ça le plus accessible possible. Aujourd'hui, ça reste onéreux, c'est 3 000 € hors taxe l'abonnement. Si tu allais le faire de ton côté, la somme des examens, des consultations, des analyses, ce serait très significativement plus élevé que ça. Ça reste onéreux. L'objectif, c'est qu'on arrive à démocratiser sans changer la qualité du service. Donc on ne veut surtout pas avoir un service ou un check-up de rang 2. Gold, exactement. Pas du tout, parce que, évidemment, ça ferait décroître la qualité du service médical qu'on rend. Il n'y a pas de secret. Et donc, on travaille depuis le premier jour, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est une entreprise à mission, et sur le plan juridique, c'est dans nos statuts, où le jour de la création de l'entreprise, c'était déjà dans nos statuts. On a d'ailleurs été audité, et notre statut a été tous les 2 ans, confirmé. Nous aussi. Exactement, donc tu sais que c'est pas quelque chose qui est justement uniquement du déclaratif et la volonté d'eux, ça a des implications très opérationnelles, très concrètes, et c'est vérifié par un tiers certificateur indépendant. On travaille à faire baisser le coût de ce service, pour pouvoir le fournir, exactement le même, à un niveau de coût qui soit très significativement réduit. C'est difficile de donner une date, parce que ça dépend des volumes qu'on va atteindre. Oui, c'est une vision, mais c'est pas une vision c'est pas à 20 ans, quoi. Voilà. Okay. Non, mais je même sais pas à que 10 ans. Généralement assez concret dans tes ambitions. J'ai une deuxième question pour réouvrir et sortir de Zoï. Ça sera mon avant-dernière question. Est-ce que tu as un point de vue sur les conditions de succès de la médecine préventive ? Oui. Je pense d'abord qu'il ne faut pas se tromper de cible. Et d'ailleurs, c'est une approche, un vrai débat presque européen contre américain, si je caricature un petit peu. Il y a une mode, un mouvement aux États-Unis pour étendre la longévité. Donc on entend beaucoup parler de ceux qui pensent que tous ceux qui naissent aujourd'hui seront au moins centenaires et puis pourront peut-être atteindre 120 ou 150 ans. Nous, on a fait le constat, qui est un constat qui est à la portée de n'importe qui, que le problème premier, il est moins d'étendre la longévité que la longévité en bonne santé. Et un chiffre qui, moi, m'a beaucoup surpris quand j'ai découvert un peu le sujet il y a quelques années, c'est que l'espérance de vie en bonne santé en France, à la naissance, donc quand on est, son espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans. Donc la quasi-intégralité de l'espérance de vie qu'on a gagnée depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est des années d'espérance de vie en mauvaise santé. Donc pour moi, la cible première, et c'est à ça que Zoï s'emploie, c'est non pas de rajouter des jours à la vie, mais de la vie au jour. Et qu'on puisse vivre jusqu'à son dernier jour en pleine possession de ses capacités cognitives, motrices, et profiter de la vie, tout simplement. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat, et que le premier combat, il est là. Il n'est pas la pilule magique qui va inverser le vieillissement, etc. Il est tous les comportements, les diagnostics qui permettent de s'assurer qu'on vive jusqu'au dernier jour en bonne santé. Deuxième conviction, c'est un changement culturel massif, à tous les étages, depuis la formation du personnel médical, jusqu'à l'investissement en matière de technologie, jusqu'à la manière dont ce savoir est ensuite distillé, la manière dont il est appliqué aux gens, la manière dont les gens changent de comportement. Et ça, évidemment, les sciences comportementales, c'est front and center sur le sujet, parce qu'on n'y parviendra pas sans ça. Et c'est vraiment peut-être le sujet à la hauteur de ma faible expérience, sur lequel le dernier kilomètre ou le dernier centimètre est le plus important. On peut créer le meilleur système de santé au monde, avec le meilleur diagnostic, les meilleures recommandations. Si à la fin, il n'y a pas un comportement qui suit, ça ne changera pas grand-chose. Donc, il faut arriver à prendre en considération toutes les raisons qui font qu'on ne mène pas le comportement qui est le plus adapté pour sa santé. Je ne parle pas seulement des choses adverses comme fumer ou trop boire, je parle y compris de plein de petits comportements qui s'accumulent dont parfois on n'a même pas conscience, et arriver à inverser ça. On va avoir des fantastiques sessions cet après-midi, je le glisse déjà, avec Farida Selmouni qui vient de l'Organisation mondiale de la santé et qui montrera comment on utilise les sciences comportementales pour
encourager le dépistage du cancer de l'utérus, et ça c'est un comportement. Comment concrètement je fais ça? On aura aussi une belle table ronde de grands experts de la pharma qui vont essayer de nous dire comment ces grands experts peuvent utiliser aussi les sciences comportementales for Better Health, qui est le nom de notre table ronde. Je voudrais te poser une dernière question, et là, en prenant ta casquette de créateur de start-up, quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui vient de la créer ou qui voudrait en créer dans sa découverte et sa prise en main, son application des sciences comportementales? C'est quoi la première chose à faire? Je pense que c'est lire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas la revue de littérature, elle n'est pas elle est pas monstrueuse. Ça, oui, tout à fait. Il y a quelques bouquins, à mon avis, qui permettent vraiment de défricher le sujet et qui permettent de faire résonner assez vite l'application de telle ou telle approche à un sujet précis qui serait celui que la personne aurait choisi de défricher avec son entreprise. Donc les bouquins de Nudge, Simpler, Kahneman, Ariely, enfin voilà, c'est les grands auteurs, les papes, les pères fondateurs de la discipline, en anglais. En français, un grand auteur qui s'appelle Singler. Donc voilà, il faut lire un peu, une demi-douzaine de livres, et après il faut tester en fait. C'est vraiment une approche, c'est d'ailleurs ce que je trouve assez sympa, c'est que c'est très concret en fait, c'est une science qui est très appliquée. Donc il faut tester, il faut se dire là il y a une opportunité il y a un blocage, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce qui me paraît évident ne se traduit pas en acte. Pour moi j'ai l'impression que n'importe qui se dit ah bah oui évidemment il faut faire comme ça, la réalité c'est que ça ne se passe pas comme ça. Bon c'est quoi l'écart? Comment il s'explique? Est-ce que je peux mettre en œuvre pour tenter de le réduire? Super, alors on m'a gentiment passé une tablette où on a quelques questions de l'auditoire. Alors, j'en ai une j'en ai plein. J'essaye de sélectionner parce qu'il nous reste 3 minutes 46 si je lis bien ce petit panneau. Il y en a une sur comment on peut envisager de tester des effets qui sont à 30 ans. C'est-à-dire, ce que tu espères faire avec Zoï, c'est ajouter de la vie au jour, mais malheureusement, tu ne peux pas encore tester. Avant de déclencher un AVC, par exemple, le chemin, il est pavé de très très nombreux jalons négatifs qui sont mesurables. Et donc, il suffit d'inverser une tendance pour éviter l'occurrence de l'AVC. Donc, on n'aura probablement pas la certitude contrefactuelle que cette personne aurait eu un AVC si elle n'avait pas suivi ces comportements-là, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'elle ne l'a pas eu. Mais voilà, si la personne était ou pareil sur le diabète de type 2, le taux de sucre dans le sang, il est mesurable, et il suit une courbe. Donc si d'une année à l'autre, il augmente tendanciellement, et qu'on arrive à faire baisser ça, c'est qu'on a interrompu, et que cette personne qui aurait dû devenir diabétique de type 2 ne le sera jamais. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de savoir. Alors l'idéal serait ça, mais c'est pas possible. D'ailleurs, c'est ce que le docteur Attia écrivait dans son dernier livre, qui est qu'il faut qu'on arrive sur le sujet à passer de evidence-based approche, une approche par l'évidence scientifique au sens études cliniques sur 30 ans, à information-based. Donc on soit sur quelque chose où on fait converger un faisceau de présomption qui permet de mesurer un effet et l'évitement d'une pathologie ou d'un risque de santé. Ok, très bien. 2 minutes, j'ai le temps encore pour une question. Il y a une question au sein d'un spécialiste de sciences comportementales. Alors je la traduis en français. En quoi ta boucle de feedback à tes customers, à tes membres ou patients, est différente de ce que peuvent proposer d'autres Care Health Advisors, pour reprendre la formule qui m'est proposée là. Je crois que ce qui fait la différence, c'est que la vastitude et l'envergure de spectre de ce qu'on a couvert sur le plan médical lors du check-up, et qui permet de mettre en relation n'importe quelle donnée qu'on récolterait ensuite via des healthcare actors ou providers d'IoT ou autres, de manière beaucoup plus granulaire et beaucoup plus efficace. Donc, je sais pas, quelqu'un par exemple qui a l'habitude de faire 5000 pas par jour et qui en est très content, nous on va savoir que s'il fait 5000 pas par jour en une session l'après-midi et qu'il est en télétravail le matin, en fait c'est pas top. Parce que ça veut dire qu'entre 18h le soir et 13h le lendemain, il est resté en station statique. Et qu'il vaut mieux qu'il aille faire 3 fois 1000 pas,
plutôt qu'une fois 5000. Bon, bah voilà, ça c'est quelque chose que quelqu'un qui aurait accès uniquement au podomètre d'un téléphone ou d'une montre pourrait pas dire. Donc on a un niveau de granularité, de personnalisation qui est différent et qui est conçu pour mettre en relation l'ensemble des champs de la vie quotidienne. Donc l'activité et l'exercice physique sont mis en relation avec la nutrition, avec le sommeil, avec l'exposition à la pollution, etc. Ok, dernière question en 30 secondes. L'avenir de Zoï, c'est quoi? J'ai entendu des projets d'expansion. Ouais, l'avenir de Zoï, c'est d'abord de continuer et d'élargir le nombre de personnes qu'on sert en France. Et on remercie d'ailleurs. C'était 1000 premiers. Oui, exactement. Et c'est surtout d'ouvrir à l'international. Donc, prochaine ouverture sera à New York. Ok, super. Écoute, je pense que c'était passionnant, mais je suis biaisé puisque j'étais impliqué dans cette conversation. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci aux équipes pour l'organisation, et merci à ceux qui nous ont écoutés. Brilliant. Thank you very much, Ismail, for that sequence. The foundation of Zoe is this core. Toutes les informations que vous allez collecter, il faut avoir cette science comportementale d'éclairer ces données. Et nous sommes ravis de faire partie de ce projet. Donc, Adrien, la première matinée est derrière nous. Où est-ce que nous en sommes? Bon, il y avait la séquence alimentaire, la séquence précédente. C'était très intéressant, n'est-ce pas? On mange sans réfléchir, que ce soit du popcorn ou pas, même si le popcorn est très vieux. Et manger sainement, ce n'est pas un problème. Donc vous pouvez vous documenter sur la nutrition, mais ça ne va pas agir sur le plaisir que vous procurez d'un hamburger. J'ai adoré cet aspect-là sur 19 millilitres jusqu'à 190 millilitres, incroyable. Et puis le plaisir, associer le plaisir et une alimentation saine. Et ici, on a peur du nouveau, de ce qui est nouveau. Ah oui, c'était la séquence avec Richard, avec les nouveaux produits. Effectivement, les gens qui évitent activement les publicitaires. Faire des avancées rapides sur YouTube, à titre d'exemple. Et puis la dernière séquence, pour cartographier les risques, il faut identifier les risques en amont, avant que les risques se matérialisent en quelque chose de concret. Et puis la dernière chose, rajouter la vie. Et j'espère que je vais pouvoir bien dormir à 90, quand je serai âgé de 90, et faire du skateboarding. Bon, je ne sais pas si vous êtes un bon skateboarder aujourd'hui. Bon, et après, cet écart, n'est-ce pas, qui existe entre ce que nous sommes et ce que nous voulons l'être. Et puis peut-être que ceci relève de ma vie à moi. Et puis, Pierre Chandon, sa séquence à lui, je me souviens, et cette séquence-ci, il disait que l'information n'est pas suffisante. Vous pouvez avoir toutes les informations du monde sur la vie saine, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mobiliser les gens à travers d'autres démarches. Effectivement, c'est commode, c'est savoureux, c'est pas cher, c'est une carotte. Pourquoi manger chez McDo? Très bien, donc nous avons derrière nous notre première matinée. Je pense voir que nos clients en Australie et ailleurs de cette aire géographique nous quittent, mais nous avons des Européens encore avec nous. Et après le déjeuner, je vais envoyer des messages sur Teams pour réveiller ceux qui sont du côté des États-Unis. Donc merci de votre présence. C'est la dernière partie là derrière nous. Nous allons passer la pause. Adrien doit soulager sa main, je dois faire reposer ma voix, tout le monde va déjeuner ici. On se retrouve à 14h ici, heure de Paris, c'est 13h à Londres. Voilà, à tout de suite. Bienvenue, Human Advantage. Nous restons sur le thème de la science comportementale. Nous avons entendu la question de Zoe et sa création auprès de son créateur. Mais passons maintenant à des compagnies pharmaceutiques, dont le Vijay, PDG d'Alexion, qui fait partie du groupe AstraZeneca. Nous allons retrouver un orateur de ce matin, quelqu'un de chez Novartis, et Jean-Christophe Ballard, qui est
conseiller, investisseur en biotech, mais impliqué dans un service pharma. Alors cette séquence sera présidée, modérée par mon ami proche, Beltrand Bakula, qui est vice-président France chez BVMH Conseil, responsable de la politique publique et des soins de santé. Et rappelez-vous, vous pouvez envoyer vos questions, parce qu'il va y avoir une séquence questions-réponses à l'issue de cette table ronde. Donc voilà, si vous avez des questions, passez par le chat. Voilà. Bertrand, c'est à vous. Thank you, Ted and Eric. Merci Eric. Alors, je suis ravi d'être avec vous pour modérer cette table ronde avec trois personnalités de premier ordre. Antoine ici sur le plateau, mais nous avons aussi Dana qui est à Copenhague, si je ne me trompe pas, et Jean-Christophe qui se trouve à New York. Voilà, donc merci à vous trois, merci de nous avoir rejoints pendant cette séquence. Mais avant de lancer notre dialogue et de réveiller les gens après la pause méridienne, alors un quiz peut-être qui va apparaître bientôt. C'est aussi pour vous. Hein. Alors la question, la toute première question. Alors je suis en attente. Voilà, question pour l'auditoire. Bon. Bon, c'est les travers du direct. Alors, la question, c'est quoi la question? Alors, je vais poser la question directement sans plus tarder. Alors, la question est peut-être à destination d'un public français, mais peut-être d'autres auront leur avis. En France, combien de cancers chaque année résultent de facteurs de risque préventables liés à nos modes de vie et à nos comportements? 10%, 40% ou 70%? Voilà. Quel est votre avis, cher auditoire? Et vous, Antoine? 70% pour moi. Dana, Jean-Christophe, une idée? 40%? 40, très bien. Dana? 40%, je l'ai dit à l'instant. Hein. Bah voilà, vous avez raison. 40%. Antoine, vous avez tort. Mince. Un mauvais démarrage. D'après le cancer français, 40% de cancers décelables chaque année auraient pu être évités. Alors c'est conséquent, hein, 40%, mais en même temps c'est une bonne nouvelle, hein, parce que nous sommes pour se saisir justement de cette question. Hein, c'est la thématique de notre table ronde. Voilà, donc nous avons fait notre quiz. Peut-être une question pour vous tous. Comment est-ce que vous avez rencontré les biosciences? Est-ce que c'est intéressant pour votre travail? Merci. Je suis ravi d'être présent. Une deuxième invitation, j'apprécie, merci. Alors, j'ai apporté un récit s'agissant de ma rencontre avec les biosciences, ne diffère pas des trajectoires de rencontre des autres, mais si je me souviens bien, mon premier contact c'était en 2008. Je faisais partie d'un tipping point. Bon, on disait que des changements évolutifs pas à pas pouvaient s'accumuler. Et après ça, je me suis lancé dans la science comportementale. Et donc les biosciences, quel est son apport? Je pense que c'est intéressant, sinon je ne serais pas là. Mais alors je peux évoquer la question des soins de santé, mais plus précisément les compagnies pharmaceutiques et la filière. Il y a des angles d'approche variés. On a parlé comment cette science s'avère utile, mais en prenant un peu de recul, qu'est-ce qu'on peut dire quand on développe ces soins, quand on met à l'épreuve l'efficacité, la sécurité des médicaments?
Nous passons par la science médicale, la biologie, évidemment, mais une fois qu'on voit que ce mode opératoire est sécurisé, évidemment, on veut proposer ces médicaments à la patientèle. Et là, on rencontre notre paire de manches, le comportement. Et donc, on peut actionner certains leviers en tant que filière, on peut actionner les leviers des sciences sociales, autant d'ailleurs que nous pouvons actionner le levier sciences médicales. Donc, c'est ma vision. Très bien. Dana, un commentaire complémentaire? Quel est votre avis sur la question? Je tiens à dire que je l'ai rencontré pendant mes études médicales. Enfin, je tiens à le dire, mais en fait, ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qu'un médecin va rencontrer dans sa formation, ou que ce soit dans le monde d'ailleurs. Si le contraire est vrai, dites-moi, mais je l'ai rencontré pendant ma formation chez INSEAD, une formation à destination des managers, et en fait, j'ai rencontré mon gourou absolu dans le domaine. Pourquoi? Parce que en tant que médecin, et puis ensuite en tant que haut responsable dans le commerce, en fait, notre abord par rapport à ces questions de santé est erroné en mettant d'un côté les patients et les médecins de l'autre, et en posant le postulat que tout ça évolue dans un espace rationnel. Alors que le système 1 et le biais cognitif doivent être abordés dans un premier temps, si nous souhaitons que le cerveau logique et ces raisonnements doivent être mobilisés. Donc en fait, en guise de conclusion de ces propos introductifs, je dirais que dans un monde où le chat GPT et les likes dépassent en qualité de diagnostic les médecins, je pense que la capacité réelle d'un médecin d'échanger avec leurs clients, enfin leurs patients, voilà, c'est un véritable défi. Donc effectivement, pour faire court, beaucoup de valeur que l'on peut attribuer à ces démarches. Et Jean-Christophe, moi je souscris entièrement à son propos. Je suis curieux, je suis lecteur vorace, et donc j'ai rencontré les sciences comportementales à travers mon intérêt marqué pour la psychologie. Daniel Kahneman, notamment, m'intéresse, M. Gradwell, et Dan Ariely, j'apprécie tout particulièrement. Et puis, il y a enfin, j'ai pu orpailler un peu pour tomber sur l'effet IKEA. For me, it had also practical use. I am a leader who is really interested in transforming. Intéressé par la question de la transformation des pour mobiliser les gens pour que eux puissent la main. Et voilà, c'est un exemple que je souhaiterais étoffer plus tard au fil de nos séquences aujourd'hui. Très bien, mais une question pour vous, Dana, pour commencer. Vous avez évoqué les médecins, mais dites-nous, est-ce que c'est facile de changer les modes de prescription, les pratiques de prescription des médecins? Bonne question. C'est vraiment une question prépondérante d'ailleurs pour la sphère médicale. Bon, on va décomposer la question, n'est-ce pas? D'abord, il y a les médecins. Les médecins sont tout aussi humains que nous autres non-médecins. Grande surprise. Deuxième élément de réponse. Pourquoi changer? Alors, vous me demandez si c'est facile à changer, mais pourquoi changer, hein? C'est la question sous-jacente. Puis troisième élément. Pourquoi changer? Alors, il faut être clair
Pour ce qui est des interventions médicales, des médicaments, chirurgicales, mais ces interventions doivent apporter un mieux. Alors, ce mieux, ce vocable mieux, est défini par des données factuelles, analysées par des pairs, approuvées par des régulateurs. Donc, on veut promouvoir le changement si celui-ci apporte un mieux pour certains patients, à tout le moins. Voilà, donc c'est une démarche technique, rationnelle. Et je pense qu'on est très bon avec ça dans la filière pharmaceutique. Le partage de ces données scientifiques. Mais bon, après, on rencontre des problèmes. Hein. Le médecin, c'est un homme ou une femme, hein, un être humain. La plupart du temps, on prend conscience que le médecin a compris les données scientifiques et le bénéfice clinique est approuvé par le régulateur et ainsi de suite. En même temps, ces décisions de prescription se modifient guère. Pourquoi? Parce que ce sont des humains. Leurs décisions sont sujettes à des biais cognitifs comme n'importe qui. Et en fait, moi, je suis en peine à échanger sur cette question avec mes équipes parce que on dit que voilà, il y a un cerveau purement scientifique, mais la filière, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle voit que la prescription évolue et quand ça devrait le faire, c'est de trouver des occasions pour rouvrir des débats sur les données scientifiques, parce que le médecin, peut-être, il n'a pas tout intégré. Alors, est-ce que c'est facile? Ben non, au contraire, loin s'en faut. Et après un certain vécu, on se rend compte que cela va à l'encontre du bien, du statu quo. Parce qu'en fait, facilement, on n'aime pas le risque, on fait quelque chose par défaut. Parce que le statu quo existe. On voit des exemples qui vont dans l'autre sens, mais il y en a un exemple pragmatique qui me saute à l'esprit pour changer les esprits en passant par les sciences comportementales. Bon, c'est l'exemple que j'avancerai. Antoine, vous voulez réagir? Alors, ce que vous dites est vraiment passionnant. Alors, je souhaiterais réagir à son propos dans un premier temps. Mais la filière pharmaceutique adore les faits, les données factuelles, les données scientifiques qui sont utilisées pour appuyer l'efficacité et l'intérêt de ces médicaments, et puis les essais cliniques et tout. Enfin, c'est difficile de s'en dessaisir pour se rendre compte qu'il y a quelque chose dans les sciences sociales qu'il faut comprendre. Bon, ces informations que nous avons gagner d'autres luttes, ce n'est pas suffisant pour peser sur le comportement des parties prenantes qui ne relèvent pas du champ purement scientifique. Alors, un domaine qui en serait bénéficiaire, c'est le domaine des affaires médicales. C'est-à-dire que l'ancien modèle, c'est que nous menons des essais cliniques qui vont générer des données, et puis après il y a une approbation, puis après nous allons recueillir des données pour voir comment ça se passe sur le terrain. Mais de plus en plus, les régulateurs arrivent pour dire, bon, très bien, vous avez vos essais cliniques, très bien, c'est bien joli, mais dites-moi, donnez-moi la démonstration probante que votre médicament va marcher dans le monde réel. Et il y a plus de pression exercée sur cet aspect-là. Donc, si vous vous interrogez, vous vous dites, mais c'est quoi la différence finalement entre ces essais cliniques et le monde réel? Certes, le profil client est un peu différent, surtout pour les comorbidités, mais ça ne relève pas vraiment du profil, mais du contexte de celui-ci, les circonstances, et quelles sont les données factuelles qui vont nous aider à comprendre ce contexte. Eh bien, les sciences comportementales. Donc, si on appréhende mieux ces sciences comportementales, on peut voir comment nous pouvons peser dans le monde réel. Mais cela peut aussi, en amont, nous permettre de nous éclairer sur comment rajouter davantage de diversité dans les essais cliniques qui va être bénéfique pour ce qui va se passer en aval.
Bon, je suis d'accord avec vous deux, mais pas en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Dana. Vous disiez que les médecins sont des êtres humains, tout comme nous. Ils sont sujets à des biais. Mais est-ce que vous avez l'exemple de changements pratiques? Je ne sais pas. Alors, vous m'avez demandé de réfléchir à cela avant de rejoindre le plateau. Effectivement. Il faut pas le dire, faut pas le dire. Alors, écoutez, il y a quelques années, dans une autre société, je travaillais pour notre société à l'époque. Et ceci peut s'appliquer à un grand nombre de cas. Vous allez comprendre. R&D a proposé une étude parfaitement aléatoire qui fait les démonstrations que le nouveau médicament était tout aussi efficace, mais plus sûr que les soins proposés à l'époque. Donc, c'est normal. Une fois doté de cette information, une fois que cette information est transmise scientifiquement, logiquement, eh bien, les choses automatiquement changeraient. Mais il y a une différence du dosage. Alors, il y avait une posologie une fois par jour, et l'autre médecin 2 fois par jour. Et les médecins, face à ces données scientifiques, ont marqué leur intérêt, mais après quelques mois, nous avons pu constater, la société a pu remarquer, qu'ils n'ont pas changé leur mode de prescription. Et l'équipe pharma, elle, c'est leur boulot. Ils ont trouvé de nouvelles façons de partager davantage de détails scientifiques, ce qui a suscité encore plus d'enthousiasme de la part des médecins, mais pour autant, ils n'ont pas changé leur comportement. Alors, pourquoi ils ne changeaient pas? Eh bien, disait-il, ils pensaient que leur patientèle préférait la posologie d'1 fois par jour. Donc en fait, il y avait cet angle mort sur la sécurité du médicament, donc ces centaines de morts, et en même temps, il y avait ce débat sur la croyance d'après laquelle la préférence du patient serait sur la posologie, mais qui était fondée sur aucun éclairage apporté par les patients, je précise en passant. Mais en même temps, ça a permis aux médecins de maintenir le statu quo. Alors, vraiment, ils ne comprenaient pas qu'ils pondéraient davantage les opinions non fondées en science. Alors, au lieu, chaque fois que vous interagissez avec un médecin, au lieu de parler de l'importance statistique des données scientifiques, ils ont décidé d'utiliser ces minutes précieuses de présenter au médecin 2 images. Une première image, quelqu'un qui était sur un monocycle, et une autre personne qui était sur un vélo classique, à 2 roues. Il y avait une seule mention, une légende, une question. Lequel d'entre ces cyclistes arrivait à bon port, en toute sécurité? Donc, en fait, c'est la différence entre aborder la question, solliciter le système 1 dans un premier temps, et de permettre un lien et ouvrir au champ scientifique. Alors, est-ce que ça marchait? Oui, en moins de 6 mois, on a eu 50% des patients qui recevaient ce nouveau traitement. Et in fine, des bénéficiaires de cette meilleure option sur le plan de la sécurité. Et en fait, ça provenait de quoi? D'une démarche, somme toute, très simple. Mais il a fallu déployer beaucoup d'efforts pour comprendre de notre côté qu'il fallait quand même aborder le système 1 avant d'apporter les éléments, les bénéfices scientifiques. Très bien, c'est intéressant. Et c'est aussi l'intérêt des sciences comportementales, d'user d'un langage susceptible de faire comprendre à l'autre que leur intérêt s'y trouve. C'est un petit exemple, en effet.
pour ce qui est des médecins prescripteurs. C'est un élément, un détail par rapport à l'univers des soins de santé. Et évidemment, et on peut développer cela. Et puis d'ailleurs, il y a d'autres facteurs. Bon, donc nous avons abordé la question des médecins, mais Antoine, si on doit passer par les biosciences en pharma, est-ce que les équipes pharma doivent comprendre l'apport des sciences comportementales? Bah oui, et à titre personnel, je pense qu'il faut en faire davantage. La filière doit s'approprier ce que l'on a dit à l'instant. On peut user d'un langage différent, parler différemment, et ce changement de langage, cela pourrait donner lieu à des finalités de santé bien meilleures. Donc, la question se pose. Il y a une profusion d'exemples. On peut, les exemples abondent. La politique publique, privée, don d'organes, inciter les gens à mieux s'alimenter, à mieux se laver les mains, les vaccins. Bon, il y a des milliards d'exemples. Bon, mais le message vraiment est un peu différent, qui consiste à dire, nous avons fait ça, bien, mais est-ce que ça repose sur une nouvelle intuition? Est-ce que ça s'explique par une nouvelle démarche que nous avons adoptée? On peut l'adopter à plein. Et comment se détacher de la nutrition pour parler du processus susceptible de nous permettre d'accumuler toutes ces données? Alors, on peut parler du dosage, par exemple, et savoir comment encadrer ça avec un langage percutant, et même au sein de la filière, d'ailleurs. Et cela doit inclure les sciences comportementales, mais en dépassant les seuls nudges, les seules questions d'heuristique et les seules questions des nudges, pour comprendre la valeur, l'intérêt de ces sciences. C'est que, en fait, ce n'est pas un sous-produit, ce n'est pas un dérivé, non, c'est la capacité que nous avons en tant qu'entreprise d'utiliser cette démarche. Donc en fait, la découverte, à travers des tests cliniques, doivent être utilisés de la même façon dans nos interactions avec les clients, être à l'écoute des clients. Donc notre devoir n'est pas uniquement de proposer des bons traitements, mais c'est de le confier aux patients. Ça, c'est un devoir. Notre devoir se prolonge jusqu'aux mains des patients. Donc, bon, il y a les gens mieux à même de parler des doses, mais bon, ça, c'est le prix, la récompense. Et la récompense, elle est grosse. Alors, vous avez parlé de la mobilisation des gens. Mais, Christophe, il faut mobiliser des médecins, des patients, mais également des parties prenantes publiques. Alors, cela concerne la filière, mais également la santé publique. Alors, je sais que vous l'avez à cœur. Dites-nous alors comment mobiliser les parties prenantes publiques, comment les inciter à s'engager, à donner lieu à de bons résultats en matière de comportement de santé que nous pouvons appeler de nos souhaits. Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit à l'instant. Les sciences comportementales sont des instruments très précieux pour comprendre ce qui se passe dans la tête des gens et la prise de décision. Et avec cela vient la capacité à agir sur ces prises de décision. Alors, avec cette puissance technique, il faut aussi mener une réflexion parallèle. L'aspect éthique de l'utilisation de ces sciences comportementales, c'est important. Alors, l'exemple que je souhaiterais apporter à notre débat pour appuyer l'intérêt des sciences comportementales. Alors, nous sommes en septembre, rappelez-vous, et c'est le septembre en or. C'est une mobilisation générale contre le cancer parmi les enfants. Je souhaiterais en parler. Comment nous pouvons utiliser les sciences comportementales en vue de forger des coalitions et mobiliser le public
contre ce fléau. Alors, mon histoire commence en 2014. J'étais président de Bristol Squibb en France et nous étions à l'époque en passe de développer les premières thérapies immunitaires. Bon, dans ce contexte, cette thérapie en 2013, enfin, à l'époque, c'était la nouvelle approche. Dans le domaine du cancer, quand on développe ces démarches toutes nouvelles, vous êtes sollicités qui sont dans des situations déplorables et qui cherchent la dernière solution à leur portée pour remédier à leur situation peu enviable. Donc quelqu'un m'a abordé, dont le fils avait été diagnostiqué. Il y a une tumeur du cerveau terrible. Et l'enfant était âgé de 7 ans et donc le père voulait accéder à des thérapies précises. Donc on a décidé que voilà, on sera à vos côtés. Nous avons sécurisé le traitement, mais on n'a pas pu sauver l'enfant qui s'appelait Noé. Et on s'est juré que nous n'allions jamais renoncer et poursuivre ce combat au bénéfice d'autres enfants. Et Frédéric a fait un grand nombre de choses remarquables. D'ailleurs, cet homme, si vous regardez la tour Montparnasse, vous allez pouvoir voir l'image de son fils, Noé. Chaque septembre, il tente de lever des fonds et il est très bon dans la levée de fonds dans cette lutte contre ce type de cancer. De mon côté, chez BMS, nous avons constitué un grand nombre d'activités, un fonds de recherche sur le cancer parmi les enfants. Et dans cette démarche, au fil de l'eau, nous avons trouvé ce qu'on peut appeler la grande cause nationale. Alors, c'est une étiquette décernée par le Premier ministre français pour sensibiliser les esprits sur l'importance de certains sujets. Donc, nous avons tenté de former une coalition pour mobiliser la société française dans cette lutte contre ce type de cancer. Bien. Donc, nous avons utilisé les normes sociales, tout le spectre. Nous avou eu ARC, BMS, deux fondations, un grand nombre d'associations de patients, l'APEC, des associations, les sociétés scientifiques nous ont rejoint. Gustave Roussy, c'est un hôpital à Toulouse. Et en bref, nous avons pu développer une application dans le cadre de cette grande cause nationale. Et Eric Singler, notre ami, PDG des Nudge, on a tenté de rassembler les gens qui avaient un intérêt marqué pour cette cause. Et Eric nous a rejoints. Et via Nudge, il a mené un sondage pour mieux comprendre le système 1 qui s'articulait autour de la question du cancer parmi les enfants. Alors, chose intéressante, cela a mobilisé les gens, certes, mais ça a été perçu comme étant une maladie peu connue, relativement peu connue, qui touche 2500 enfants par an sur le sol français, avec 500 décès. C'est trop, mais cela ne vous donne pas la visibilité, la surface visible dans votre lutte contre le cancer. Mais si votre démarche est différente, et si vous dites que c'est la première cause de mortalité infantile, ben là, leur réponse, leur réaction est tout autre. Donc, nous passons par les leçons que nous avons tirées de ce sondage, les résultats qui en a découlé. Nous avons forgé un plan de communication de belle facture. Nous avons passé beaucoup de temps avec mes équipes au Parlement et au Sénat. Et on a constitué presque une formation politique de premier plan en France. Nous avons reçu un appui formidable de la part des députés. Nous n'avons pas on n'a pas gagné, on n'a pas été décerné cette mention du Premier ministre, la grande cause.
ça a été accordé à une démarche de contrer la violence faite aux femmes. Mais chose intéressante, la grande cause nationale, ce label est tenté de donner un relief tout particulier à une cause pour façonner la politique publique. Mais nous avons perdu cette étiquette en 2017, mais en 2019 plutôt, grâce à Nathalie et Michel, ils faisaient partie de la coalition. Et cette loi, d'ailleurs, il faut le dire, ça a changé la donne. C'est un texte de loi unique en son genre dans le monde. Et cela a favorisé la cause pour attirer des financements pour la recherche. Très intéressant. Je pense que cela montre la force des sciences comportementales et comment elles peuvent changer la donne au niveau systémique. Et ce que je souhaitais dire, suite aux différents exemples que nous venons d'entendre, c'est que tout l'écosystème, finalement, pas forcément en tant que patient, mais individuellement, concrètement, comment devons-nous changer nos comportements pour manger mieux, pour être en meilleure santé, etc., etc. Est-ce que vous avez des nudges pour nous? J'aimerais pouvoir vous donner la recette miracle. Ça fait un quart d'heure que je mange des petits fours à côté, donc bon, voilà, vous voyez, je suis un mauvais exemple. Alors, désolé, je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je souhaiterais vous dire, en ce qui concerne les patients. Avant cela, si vous permettez, je reviens juste en arrière sur la question de l'éthique des sciences comportementales. Lorsque vous regardez mon titre, éthique, conformité, le sujet de l'éthique est un sujet très important, et ce qu'a dit Jean-Christophe est tout à fait vrai. C'est un outil qui est extrêmement puissant, et comme toujours avec tout outil puissant, il y a la réponse facile, la question facile et la réponse facile, et puis il y a la question difficile. La question facile, c'est comment utiliser. Comment utiliser les sciences comportementales? Est-ce qu'on a l'accord des personnes? Est-ce que les gens sont même au courant qu'il y a une expérimentation? Est-ce que vous avez fait ce qu'il faut en matière de transparence, etc., etc. Bon, ça, c'est la partie relativement facile. Vous pouvez prendre un certain nombre d'engagements. La question la plus difficile, c'est pourquoi. Pourquoi l'industrie pharmaceutique a-t-elle décidé d'utiliser cet outil? Et là, il faut sélectionner des projets dont les bénéfices sont partagés au sein de l'industrie, mais également pour la société et les patients. Et ça, là, on est vraiment au cœur de l'éthique des sciences comportementales. Ça n'a rien à voir avec les sciences comportementales, mais la vraie question, c'est on a ces outils très, très puissants, comment devons-nous les utiliser? Alors, je suis désolé, je me rends compte que je ne réponds pas à votre question, et donc je vais tenter de le faire maintenant. Dans l'industrie pharmaceutique, on travaille de plus en plus sur le patient au cœur de toutes nos préoccupations. On écoute les insights, tout est fait autour et pour le patient. C'est très noble, c'est très important, n'est-ce pas? Néanmoins, la question c'est quoi? Qu'est-ce que veut vraiment le patient? Donc, qu'est-ce que c'est qu'être centré patient sur l'humain? Et cette question se pose. C'est une question un peu à double tranchant. On parle de personne, on parle d'individu. Donc, la question, c'est pas est-ce que je prends tel médicament ou tel médicament. C'est pas un médicament ou Netflix. Donc c'est un sujet essentiel. Les sciences comportementales, lorsque vous regardez tous les nudges bien connus, est-ce que cela apporte un bénéfice pour vous, pour les autres,
tous les nudges portent sur ces comportements, ces nudges bien connus. Voilà, je crois que je n'ai pas répondu à votre question, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas qui... Christophe a une réponse ou des conseils à donner pour répondre à la question, ou d'autres d'ailleurs. Ah, je n'ai certainement pas de questions, pas de conseils à vous donner. Do you nudge yourself? Yeah. Going through the experience, just what it showed us. Ce qui est important pour nous, c'est l'expérience et ce que l'expérience nous a montré. Adresser le système 1 par un nudge qui fonctionne pour votre santé, pour votre relation avec les patients lorsque vous êtes médecin. Et je pense que ce type d'interaction, ce type d'échange doit exister aujourd'hui. Nous vivons dans une ère où la science pure, et le partage de la science, c'est quelque chose qui va se faire très bien, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Nous devons donc trouver notre valeur ajoutée. Nous étant les professionnels de santé au sens large du terme, donc quel nudge pour la population, quel nudge pour les individus vers ce qui est bon pour eux, plutôt que de leur dire ce qui est bon pour eux. Parce que quand on leur dit, ça ne marche pas. Jean-Christophe, un dernier mot? Alors, peut-être pas des conseils, mais plutôt quelques réflexions. Je pense que nous sommes des étudiants à vie. Nous avons toujours quelque chose de nouveau à apprendre, quelque chose de nouveau à lire sur le sujet. C'est un domaine qui est illimité. La deuxième chose que je souhaiterais dire, c'est qu'il faut rester curieux. Et c'est une idée qui me semble importante et intéressante. Il faut essayer de établir des liens entre les choses. Vous lisez quelque chose et tout à coup, vous trouvez un domaine dans lequel vous allez pouvoir appliquer ce à propos de quoi vous avez lu. Par exemple, au Japon, j'ai travaillé énormément sur la thérapie cellulaire. Comme vous le savez peut-être, c'est un domaine extrêmement compliqué. Lorsque vous travaillez sur ce sujet dans la culture japonaise, les équipes se culpabilisent énormément quand elles se plantent. Et ça va parfois très loin. Et nous, on a eu l'effet IKEA, où lorsque on voit que certaines personnes ont passé des années à développer un meuble pour IKEA, et en fait, on peut très bien appliquer ce principe d'IKEA à la thérapie cellulaire, en faisant s'engager les clients, en leur faisant comprendre que cette étagère, pour reprendre l'analogie IKEA, on l'a construit ensemble. Et ça change complètement la relation. On a remporté un prix expérience client, d'ailleurs, avec ce sujet. Voilà. Donc, gardez vos chakras grands ouverts. Et puis, établissez toujours des liens entre les choses. Bien, je crois qu'il nous reste 2 minutes. Je n'ai pas l'impression que nous ayons des questions dans la salle. Je vais vous poser une question, même si je sais que ce sujet est un sujet qui sera évoqué demain. Dana, vous avez parlé d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est très, très intéressant. D'après vous, comment pouvons-nous relier les sciences comportementales et l'IA pour rendre l'IA, la santé, tout ce qui se fait dans la santé, plus compliant, plus conforme. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps.
the quality of the prompt engineering. Yeah. Je pense que c'est la qualité des prompts, vraiment. I'm a heavy user of J'utilise AI, énormément and I the quality of l'intelligence what I've artificielle in the last 6 et months by la continuously qualité working on prompt de ce que engineering. je vois And aujourd'hui, actually going into, the notamment grâce à une meilleure how you can ingénierie use the system, des prompts. really has a La massive qualité des impact prompts a un on the impact quality très of important the sur And les yes, réponses there's que vous also, avez, sur les the résultats. point raised about the ethics of Se the pose prompt aussi engineering. la question de l'éthique autour des Maybe prompts. really quickly because Très we bien. Allez, 50 secondes. Yeah. I can do it in 10. Je peux le faire en Yeah, 10 secondes. okay, perfect. Teams of behavioral scientists, Les social équipes scientists and computer de scientists scientifiques, win today. sociologues AI will be réussissent deployed ensemble parce alongside que humans to l'IA influence va human decision-making travailler and pour behaviors. And so l'humain, if you understand influencer l'humain. decision-making Si vous behaviors comprenez as an outcome, les systèmes you de can prise de design better décision, on AI peut systems. développer des systèmes d'intelligence seconds, artificielle Dana, qui maybe? fonctionnent mieux. Dana, pour terminer, Same here in a way, meaning that AI je pense is que going to be an l'IA amazing tool, va devenir is et an est amazing déjà tool, un outil but it can be incroyable even better qui peut at encore être actually meilleur implementing AI learning, behavioral si science-based on met learning. en place Just because it l'apprentissage does not par le necessarily biais have our des own individual sciences blockages, comportementales. As our brain have been sort of shaped in a certain way for a Voilà, certain même task. si nos esprits, nos cerveaux sont conçus différemment, mais je crois que les deux peuvent très bien fonctionner Thank ensemble. you very much. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci. And our time is Nous arrivons au over, terme so we'll go de to the other cette session. session et on va passer tout de Bye-bye. suite à la session suivante. À bientôt, merci beaucoup. Thank you. Bye bye. Thanks so much, Beltran, for Merci, leading this Beltran. session. We're going to stay with healthcare, so stick with Nous us. allons We have one more rester dans healthcare le domaine de la session coming up. santé. But in the meantime, Mais, I wanted to check avant with cela, Adrian. un petit A lot tour of pour aller voir topics Adrien. On a covered in the last one, fait Adrian. pas mal de choses, hein. So, On a vu what pas are we mal de looking at? choses. Oh, Alors, so yeah, I was pretty struck by this Alors, statistic. beginning that Beltran les Yeah, statistiques, so, ça me plaît yeah, bien. picture that, On le retrouve ici. yeah, that guy is fighting that cancer. Voilà, with quelqu'un change. qui, Yeah, qui with est en change. train de combattre le cancer That's impressive, right? avec, Yeah, and we avec talk about le changement. physician On voit prescribing habits. les So médecins she qui wonders, prescrivent should I take it every day? des habitudes. So are there, yeah, how can we use physicians and healthcare practitioners Voilà, to be le that rôle, driver of habit le change rôle and des really make professionnels de santé pour dosing, changer nos prescribing, habitudes. etc., become more habitual and easier Très for bien. people. Even if physicians are Même humans, si right? les So they are médecins sont biased des too, humains, right? évidemment. and still C'est be ça, human. experts et néanmoins Indeed. humains. And yeah, that powerful Et tool puis ici, that nous the retrouvons scientists, cet so outil you extrêmement must puissant use it qu'il for faut good. That's a utiliser. big hammer there, Yeah, right? Antoine was talking a bit about ethics. Avec right? l'image Patient du centricity or just marteau. human-centric, right? And healthcare is such a place where I think we're so Je crois que le sensitive domaine de la to santé est ethics, un as domaine we où on very est well particulièrement should be. sensible au Maybe sujet behavioral science is de, that tool to be ethical if we're, you know, de if we l'éthique. are adapting people's behavior for positive outcomes, we're doing the right thing. It can also help to demonstrate that treatments indeed work in the Et real world, because c'est sometimes aussi un it moyen works in the de lab, montrer but que les traitements not in the fonctionnent real dans life, because, la vraie vie, as we know, pas context simplement en is laboratoire, everything, right? où And le people may contexte use évidemment treatments est in unexpected si way. important. I was inspired by that. Et puis last j'ai bien aimé quote, aussi be a lifelong learner, right? Be curious. la dernière I mean, partie, I think l'apprentissage that was tout au long de notre inspiring. vie. And we talk about Cet a lot cet of état d'esprit engagement as d'étudiant, well, engaging d'apprentissage, everyone, so, yeah, l'importance everyone running in the same d'être tous direction engagés, all over the world, on va tous dans le même sens around those important topics. I believe autour de that's ces it for sujets me for that session. si importants. And that's why we're hoping to Bien. get here. We want everybody to Eh ben, stay merci curious. beaucoup. You know, Continuez behavioral science, ainsi, as we saw from these practitioners in healthcare, it's become a new way of On a looking découvert at vraiment systems. une nouvelle It's become a façon de new way regarder of les looking at systèmes, patient les behavior. comportements It's become a new patients, way of looking at healthcare practitioner les behaviors. comportements And I des think professionnels they de even gave you a santé. little bit Et je of a pense teaser que for cela tomorrow. As you know, day 2 is all nous about donne artificial déjà intelligence. quelques You can notions hear de ce Dan dont and on va Antoine parler and demain Christophe au talk a cours little d'une bit there session with Beltran sur le about, même you know, that sujet. behavioral science can also On a be a vu way to que humanize c'est une AI façon and make it effective for behavioral d'humaniser science. If we're building l'IA AI systems pour développer, with behavioral science in mind, développer de taking into l'IA account avec context, les like you sciences said, Adrian, comportementales and thinking en about tête. real human behaviors, we hope that the AI systems Et will be nous pouvons more espérer human, que more les realistic, systèmes more d'IA seront predictive plus of réalistes real et behavior. pourront mieux prédire le A comportement little humain. roundup. So where are we Donc, at? We've got day 1 all on a page. Le jour 1 sur une page. C'est ça, tout est là.
On retrouve cette petite illustration. Voilà. On retrouve l'image du cerveau. Voilà, cette illustration qui vient un peu synthétiser ce que nous avons appris, ce que nous avons vu aujourd'hui. Walking away with some ideas. Voilà. I hope this Quelques is what petites idées ici aussi qui ressortent. Voilà, vous voyez, pas mal de contenu. Donc, ces dessins, si vous êtes enregistré à la conférence, vous pourrez y avoir accès. Vous aurez également le playback de l'ensemble des interventions. Normalement, vous devriez recevoir un lien vers l'ensemble de ces informations par mail, voilà, y compris donc les dessins. Je sais qu'un client de l'an dernier m'a montré cette année une photo, un dessin qu'elle avait imprimé et qu'elle avait disposé sur son bureau.